Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerise d'amour. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, c'est au moins une chose qui change pas ici. À Racaille, la 36e, avec ce matin, pas d'invité. On a failli, mais bon, la chose ne s'est pas faite. Elle nous a fait faux bon. Hein. Elle nous a fait faux bon. Oui. Il fait des bons, il fait des bons. Et en régie, nous avons la chance inouïe d'avoir quelqu'un qui s'appelle Maïté, avec ses petits doigts de fée, qui remue les petits potards. Jean, toujours présent au poste. Et Roro, l'inutile, qui crachouille dans le micro. Et tout de suite, nous allons écouter avec beaucoup, comment je pourrais dire, une forme de respect, la minute de militance de Raymond Lascience qui va nous causer tout de suite et maintenant des turpitudes des gens qui croient nous gouverner. Et ce matin, c'est mono-sujet, hein, avec une information, enfin si on peut appeler ça comme ça, qui a dominé toute la semaine politique. Le chef de l'État a utilisé dimanche le site de socialisation, j'appellerai pas ça comme ça, mais bon, Facebook, en tout cas c'est son nom officiel, hein, pour partager ses souvenirs de la chute du mur de Berlin. Il y raconte comment, le 9 novembre 1989, il s'est retrouvé à Berlin, y allant lui aussi de ses coups de pioche, photo à l'appui. Bon, il y a un problème, c'est que certaines petites contradictions mettent en doute son témoignage. Alors, balayez, hein, les Ronald Reagan, les Gorbatchev, les Jean-Paul II, les Erich Honecker, hein, celui qui a consacré la chute du communisme, c'est Nicolas Sarkozy. Avec son petit marteau. Il a franchi le mur du maçon, en quelque sorte, comme aurait pu dire le Elle est forte. le canard déchaîné. Bon, alors nous qui trouvions que notre président ne cassait pas des briques, eh ben, pas mal aussi. Quel démenti. Attention, Jean, la surchauffe. Bon, enfin, après tout, on s'en fout, hein, que ce soit vrai ou pas. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Moi, j'en pense comme ce que nous en pensions en dehors de cette émission, c'est-à-dire que c'est un gros pouf. T'appelles même ça un prout, hein, sur ton blog. Tu n'oses pas le dire à l'antenne. Un prout même. Peur de faire potache, peut-être, mais bon. Oui, potache attardé. Oui. Bon, en tout cas, on s'en fout, hein. Ouais. On sent bien que ça n'a pas d'autre but, de toute façon, que d'essayer de remonter la pente de sondage désastreux. Le dernier en date indique une baisse supplémentaire de 6 points. Mais ça encore, quand je dis le dernier en date, c'était au moment où j'ai écrit ce paplard, c'est-à-dire hier ou avant-hier. Ce matin, il baisse à nouveau de 5 points. Bon. Really? Yes. Ah! Mon frère Yves s'est amusé à prendre les sondages successifs d'un seul institut et à additionner les chutes. Il est arrivé au chiffre record de moins 247% d'opinion favorable. Eh ben, ça lui a rappelé Léon Zitrone. Est-ce que toi, tu te rappelles de Léon Zitrone, Robert? Oh, très bien. Tu vois de... Oh oui. Bon. Le gros Léon. Eh ben, le gros Léon, il avait dû lutter toute sa vie contre une très importante surcharge pondérale. Eh ben, il disait avec humour, un humour d'ailleurs qu'on lui connaissait pas forcément, qu'il avait perdu plusieurs tonnes au cours de sa vie. Un peu comme Sarkozy, quoi, finalement, hein. Et encore, le pauvre Léon n'avait-il pas de vaseline Bachelot pour remonter et descendre ainsi l'échelle, comme le petit néant qui nous fait roi, là, qui nous gouverne.
ou qui prétend nous gouverner. Alors, est-ce que tu te souviens, Robert, des manifestations de la place Tiananmen? Oui, qui ne s'en souvient pas? Bon, de sinistre mémoire, eh bien c'était cette même année, 1989. Entre le 15 avril et le 4 juin. Figure-toi que les nouvelles techniques d'agrandissement vidéo ont permis de faire des agrandissements de très bonne qualité, hein, du visage du jeune homme intrépide, courageux, peut-être même un peu fou, hein, qui empêchait les chars d'avancer. T'as en mémoire aussi cette image, hein. C'est un peu, je dirais, l'icône, hein, de ces manifestations de la place Tiananmen. Eh ben, c'est une énorme surprise. Parce que je te le donne, Émile. Oui, Voilà, ce jeune homme, en fait, n'est autre que Sarko. Ah, mais je sais pas comment t'as deviné. Je pensais te la couper. Bah non, ce sera pour une autre fois. Hein. Tant pis. Alors sur tous les sites de journaux sur lesquels j'ai pu me rendre ou que j'ai pu fréquenter, les internautes ont été conviés à raconter leur propre 9 novembre 1989. Comment avez-vous appris la chute du mur de Berlin? Quelle a été votre réaction? Quels souvenirs en gardez-vous? Enfin, tu vois. Bon, ben ce sera sans moi. Hein. 60% des intervenants ont admis que ce jour entre tous bénis était pour eux l'événement le plus important depuis 1945. Eh ben, pas d'accord. Même si je n'oublierai jamais les visages transfigurés de joie des milliers d'Allemands, hein, qu'on a vus jucher sur le mur, je considère personnellement que l'événement le plus important depuis 1945, c'est le 12 août 1961. Oui. Et tu sais pourquoi? L'édification du mur. Eh ben oui, c'est le jour où il a été construit. En deux jours, je crois, il a été construit. En 2 jours, c'est allé très très vite. Parce que je pense que c'est là que l'homme a montré sa vraie nature, hein, en construisant ce putain de mur et pas en le détruisant. Pendant qu'aujourd'hui, hein, l'Occident fête l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, Israël finit de bâtir celui sur les maigres terres qu'ils ont concédées aux Palestiniens. Hein. Ils ne le construisent pas de leur côté, mais de l'autre, je le rappelle. Avec l'effroyable complicité des Occidentaux, hein, Israël finit de bâtir celui qui est censé les protéger. Alors je crois que ni Robert ni moi, nous ne risquons de pouvoir fêter un jour la mise à terre du dernier des murs érigés par l'homme pour se protéger de ses semblables. Hein, on verra pas ça, Robert, je suis désolé. Ouais. T'avais peut-être un espoir, mais... Quoi qu'on a vu... on a vu des images de jeunes Palestiniens qui en ont foutu en l'air un panneau hier, je crois. Eh oui, justement. Justement. Mais bien vite bombardé de grenades lacrymogènes. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, qu'on puisse fêter comme ça, que l'Occident puisse se permettre de fêter la chute du mur de Berlin, alors que celui d'Israël est en train de se finir, moi je trouve ça carrément inconvenant, et c'est pour être poli hein, que je dis ça. Ouais. Oui, et puis il faut surtout penser, enfin j'en relève que le mur a été construit en 1961 et de 1961 à 1989, on n'a pas beaucoup vu les gens qui soi-disant ont été donner des petits coups de pioche dans le mur pour ce 20e anniversaire. Enfin, on les a vus à propos de ce 20e anniversaire, mais pendant tout le temps, les 28 ans, le mur a été bien tranquille. Tout le monde s'en était accommodé. Il paraît même que Tonton et Thatcher n'étaient pas du tout favorables à la destruction du mur, parce l'ordre était établi, les choses étaient posées. Oui, puis ils avaient des économistes qui ont dû leur dire combien ça allait coûter, quand même, ça se chiffre en milliards. Enfin bon, l'argent est tellement plus important que les vies, hein. Voilà, enfin bon, c'est terrible. Pour finir quand même sur une note optimiste, hein, c'est pas possible. Si. Mais ce sera très court. La tour la plus haute du monde sera inaugurée à Dubaï le 4 janvier 2010, avec, je crois, 2 ans de retard. Je connais pas exactement le dossier, hein. Il y a eu des petits retards sur ce chantier. On s'en fout là aussi, hein. Je précise qu'elle fait 800 mètres de haut, hein. Mais c'est la tour de Babel. Exactement. Eh ben, voilà une bonne nouvelle pour Al-Qaïda. Ils vont pouvoir s'éclater. Voilà. Oui. C'est tout pour aujourd'hui.
Oh non. Et à la semaine prochaine. Eh ben, dis donc, Jean, voilà, merci beaucoup pour cette rétrospective amusante, où encore une fois notre président s'est illustré dans les souvenirs fabriqués. Alors, je voudrais en fait dédier cette émission, si tu n'y vois pas d'inconvénient, Robert, à l'un de nos plus fidèles auditeurs, peut-être le plus fidèle auditeur. Oui, le plus fidèle, je confirme. Qui est peut-être aussi le plus éloigné, qui se trouvait aussi peut-être le plus éloigné par la grâce d'Internet. Ça, pour ça, c'est quand même assez merveilleux. J'ai compris, en fait, qu'il n'avait jamais manqué l'une de nos émissions. Donc j'aimerais lui dédicacer aujourd'hui la totalité de cette émission. Mon Julien, tu me manques beaucoup. Alors, allez, pour toi, un petit morceau des POG.
musique comme ça, je pourrais être amoureux d'un tas de bûches. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, tout Dieu, toujours sans Dieu, sans maître, sans publicité. Ces gens qui, à une crise de fou rire, faut le pardonner, hein. Ils vivent une tension permanente. Alors de temps en temps, ils craquent. Arracaille, la 36e, toujours avec Maïté à la technique. Merci Maïté, on est si heureux de t'avoir à la technique. Et Jean, qui a quitté sa casquette de Raymond Lasscience pendant un petit bout de temps, enfin jusqu'à la prochaine fois, et qui va maintenant passer à la phase histoire de l'art avec ce matin de l'art en général et de l'art contemporain en particulier, par François Dagonet. Ça nous change, on se met un petit peu à l'heure de l'art contemporain pour vous dire qu'on n'est pas complètement sectaire. Alors je voulais préciser, j'ai oublié que ce qu'on a entendu là c'était The Pogs, un groupe irlandais, hein, que le morceau s'appelle Christmas in the Drunk Tank. Voilà, la prononciation, hein, faudra me la pardonner. Et puis je voudrais juste reprendre la casquette, mais une seconde, de Raymond Lasscience. J'ai oublié de préciser aussi que je suis en train de préparer un quiz, que je vais d'ailleurs appeler un SAR quiz, pour la semaine prochaine, et dans lequel je poserai des questions de culture générale, et vous aurez toute l'émission, on donnera les réponses à la fin, vous aurez toute l'émission pour réfléchir aux réponses. Hein. Par exemple, si je te demande, Robert, quel génie de la Renaissance mourut au Clos Lucé en 1519, est-ce que tu peux me répondre? Absolument pas, Jean. Non? Non. Bon. Sarconard de Vinci. À la semaine prochaine pour Raymond Lasscience. Ah, t'es déjà cherché loin. Il y en aura tout un tas comme ça. Bon. C'est lui qui a tout fait, alors ça va pas être trop difficile à trouver. Ah bah d'accord. Ah mais t'aurais pu me donner une indication avant, que j'ai l'air moins con. Alors oui, on va aborder un petit peu, on le fera régulièrement, l'art contemporain. Bon, Robert et moi, on se méfie un peu, hein, parce que souvent, en ce qui concerne l'art contemporain, les polémiques sont plus fortes que les œuvres elles-mêmes. Donc, pour notre art racaille chéri, on a tendance à préférer les œuvres que l'histoire a consacrées, si j'ose employer. Ce terme, c'est pas que ce soit plus facile, c'est que disons que c'est moins risqué. Mais aujourd'hui, on va quand même faire un pari sur quelques artistes ou quelques œuvres, enfin voilà. Sauf que, pardonne-moi, oui. Quand tu dis c'est moins risqué, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Quand on se positionne comme tu le fais dans toutes nos émissions, enfin, on se positionne quand tu t'évoques les artistes du temps soi-disant passé, c'est toi qui prends des risques, parce que tu peux effectivement être classé dans les ringards qui sont encore en retard d'un métro ou d'un train. Donc non, je crois que le risque, on le prend. Enfin, tu le prends. Toi aussi. Oui, moi je... Et je peux dire pour toi comme pour moi que c'est un risque parfaitement assumé. Ça nous pose pas de soucis. Aucun. Bon. En tout cas, on va un petit peu aborder l'art contemporain aujourd'hui, et on le fera régulièrement. Hein. Alors, on va commencer effectivement. Je vais commencer par lire un texte. C'est de l'art en général et de l'art contemporain en particulier. Ça date de 1996 par François Dagonet, né en 1924. C'est un philosophe au parcours qui est un modèle d'atypisme, hein, parce qu'il est né dans une famille pauvre et qui n'est jamais allé au lycée, hein, après l'obtention de son certificat d'études. On appelait ça comme ça à l'époque, certificat d'études. Moi, j'ai primaire. Certificat d'études primaires, absolument. Mais plus tard, hein, il suivra une double formation universitaire philosophique et scientifique qui le conduira jusqu'à l'agrégation de philosophie. Oui, d'accord. Ouais. En 1949, oui, c'était pas une petite tête, et au doctorat de médecine, 9 ans plus tard. Pas n'importe qui, hein. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ses connaissances sont éclectiques, puisque ses ouvrages traitent aussi bien de la neuropsychiatrie que de l'art ou de la chimie. Je vais vous lire ici un extrait d'une conférence qu'il donna sur l'art, donc en 1996, dans un lycée européen de Cholet. Alors je vous préviens, c'est une conférence, donc c'est brut de béton, hein, ça n'a pas été réécrit littérairement, disons, dans la foulée. Hein.
Qu'est-ce que l'art contemporain? En quoi consiste-t-il? L'art contemporain veut entrer dans la matérialité, parce que la matérialité a toujours été exploitée par l'homme. Elle a été vouée aux usages, mais est restée méconnue. Maintenant, il s'agit de la prendre en elle-même et pour elle-même. La matérialité n'a été exploitée en ce sens que pour introduire l'idée en elle, ou l'usage, la fonction. Mais là, il n'y a plus de fonction. C'est une expérience de révélation. D'autre part, l'art contemporain n'est plus une représentation de quelque chose d'autre, il est lui-même pour lui-même. Donc il a un côté expérimental, plus que jamais il faut le rappeler, il est le concret, le grain des choses, il est la présentation. Tout ce qu'on a vu préalablement relevait de la représentation et touchait à l'image. Maintenant il n'y a plus d'image, c'est un montage, c'est un ensemble réel. C'est d'ailleurs pourquoi l'art contemporain, comme on l'a dit, c'est toujours les artistes, les abstraits. On ne peut plus très bien distinguer le peintre et le sculpteur, parce que l'œuvre d'art va de moins en moins s'accrocher au mur. Et de plus, être, comme ils disent eux-mêmes, une installation, c'est-à-dire un agencement, une composition. C'est une expérience physico-métaphysique. Je vais vous raconter une histoire qui va dans le sens de ce que je dis. Il y a 3 ou 4 ans, je suis allé en Allemagne parce qu'une université, celle de Cologne, m'avait invité pour un exposé. Pour m'être agréable, à la fin de mon exposé, ils m'ont conduit au musée d'art contemporain de Cologne, donc, j'ai été suffoqué. Parce que je suis rentré dans une salle immense, on aurait dit le hall d'un aérodrome. Tout était blanc dans cette salle. La moquette était blanche, les murs étaient blancs, le plafond était blanc. Rien n'était accroché au mur et au milieu de la salle, il y avait simplement un tas de pierres qui étaient là. Un point, c'est tout. Et quand il y avait des Français, ils disaient « j'en ferai autant, c'est ridicule, qu'est-ce que ça veut dire, etc. » Entre parenthèses, une des lois fondamentales de l'art, et plus particulièrement de l'art contemporain, est la suivante: vous n'avez pas le droit de refaire ce que les autres ont déjà fait. Ça, c'est le principe souverain et éminent de l'art, l'innovation. Alors, si vous allez remettre un tas de pierres ici dans cette salle, vous ne serez pas génial, hein, je vous préviens. La répétition tue l'art. L'art, c'est toujours l'entrée dans un monde nouveau. Voilà. Alors, les livres de François Dagonier sont édités par Empêcheurs de penser en rond. J'aime aussi beaucoup le nom de cette maison d'édition. Vous pouvez les commander à la librairie Publico 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Et je rappelle, comme d'habitude, le numéro de téléphone de la librairie. Comme ça, vous pourrez commander vos livres avant d'aller les chercher. 01 48 05 34 08. Merci Jean. Alors c'est évidemment ça suscite une foule de questions dans ma petite tête pleine de vide. Et cette interrogation sur l'innovation à tout prix dans la création contemporaine, est-ce que c'est un postulat réaliste? Est-ce que ça peut exister? Est-ce qu'on crée vraiment? Est-ce qu'on innove vraiment à chaque coup de génie, entre parenthèses? Si tu veux, moi je pense que tous les cas de figure sont possibles, et toutes les formes d'art sont possibles, et tous les niveaux d'investissement artistique sont possibles. Après, ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux rentrer dans l'histoire de l'art, si tu prends l'histoire de l'art, la plupart, même l'écrasante majorité des artistes dont l'histoire a décidé qu'ils étaient de grands artistes, en tout cas, sont des artistes qui ont été en leur temps des artistes innovants. Innovants, mais qui puisaient leur imaginaire, enfin qui puisaient leur création dans les créations précédentes. Je dirais, il y avait une filiation, il y avait une continuité. Tandis que j'ai l'impression que le postulat des artistes contemporains, c'est d'être en rupture totale avec le passé artistique, avec l'histoire de l'art. Et c'est là que je suis un peu interrogatif, que je me demande si c'est possible. Parce que mettre un tas de pierres au milieu d'une salle, comme tu viens de le décrire,
moi je trouve pas ça ridicule. Je pense que ça, on peut y trouver une signification, on peut s'en satisfaire intellectuellement, même peut-être émotionnellement, mais est-ce que c'est forcément une innovation? Parce que des tas de pierres, quand on construisait encore des routes avec des pavés de grès, on en voyait au bord des routes. Il y avait beaucoup d'artistes du tas de pierres, quoi, je veux dire. Alors, qu'est-ce qui fait que le tas de pierres dans une salle toute blanche avec une moquette blanche fait une œuvre d'art? Si tu veux, moi je trouve la seule certitude qui se dégage du texte de Dagonier, c'est que la répétition est ridicule. Il ne dit pas, si tu veux, que de le faire pour la première fois c'est particulièrement innovant ou particulièrement bouleversant. Il dit que de le refaire ensuite c'est... D'accord. C'est ridicule. C'est la seule certitude, pour moi, qui se dégage de ce texte. C'est vrai qu'on peut considérer peut-être que l'art contemporain, c'est un espèce de challenge et qu'est-ce qui va en rester à l'arrivée? On n'en sait rien. Oui. D'autant que la conservation des œuvres contemporaines pose un énorme problème de place. Parce que les installations de place et puis de pérennité aussi, oui, parce à cause des matériaux utilisés. Tout à fait. Et j'avais lu il y a quelque temps un artiste contemporain, je sais pas, c'est soit de l'école de Nice, je sais pas, qui avait vendu un tas de charbon. Enfin, c'était pas un tas de pierre, c'était un tas de charbon, mais je dis ça sans ricaner. Je pense que moi j'ai des souvenirs de charbonniers quand j'étais enfant qui livraient le charbon, et dans les caves il y avait des tas de charbon, et c'est des images qui sont assez qui oui, je comprends. Tu comprends qu'il y a une odeur, mais voilà. Et le gros problème, c'est que le collectionneur qui avait acheté ce charbon, il fallait le déplacer de la galerie où il était jusque chez le collectionneur. Mais il fallait qu'il soit exactement au boulet près ou au morceau de charbon près ce qu'il était quand l'amateur l'a acheté. Et là aussi, parce que si quand on déplace une œuvre picturale ou une sculpture, etc., on est sûr qu'elle va arriver entière. Et celui qui l'a acheté, il aura la représentation de ce qu'il a acheté. Tandis que quand tu dois déplacer un tas de pierres ou un tas de charbon, pour le remettre exactement... Oui, ça peut faire partie d'ailleurs du principe. Tout à l'heure, on va aborder James Turrell. Un peu plus tard dans l'émission, lui c'est un artiste qui délibérément travaille, il travaille sur la lumière, donc délibérément, il travaille dans des œuvres, comment on appelle ça, limitées dans le temps, éphémères, voilà, il travaille délibérément dans l'éphémère, si tu veux. Mais ça c'est délibéré dans l'éphémère, parce que le tas de pierres, je sais pas si tu l'as écrit dans ton texte, mais ce tas de pierres, on ne pouvait pas en enlever une, il était enfermé dans quelque chose. Absolument. De manière à ce qu'il soit pas dérangé, que l'ordonnancement des pierres soit pas. Il y avait un espèce de cône autour. Il fallait surtout pas y toucher. Voilà. En plus, ils sont très susceptibles, les artistes contemporains. Oui. Bon, enfin, écoute, on va reparler de tout ça. Il y a un auditeur qui nous a téléphoné. Il réclame, je l'avais donné, mais il réclame le titre de la chanson des Pogues, donc je redonne le titre. The Pogues, donc les Pogues, ça s'écrit P-O-G-U-E-S, et je pense que c'est plutôt le titre de la chanson qui l'intéresse, donc c'est Christmas in the Drunk, D-R-U-N-K, tank comme tank. Voilà. Christmas in the Drunk Tank. Christmas. Et Drunk Tank, tu dirais ça comment, professeur?
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Pas mal la voix. Sans Dieu, sans maître, sans pub. Qu'est-ce que j'aime quand tu fais ta voix de Stewart. La température au sol est de 3 degrés centigrades ou Celsius. C'est au choix. Arakaï la 36e avec Maïté à la technique, Jean à l'histoire de l'art et Robert qui essaye de faire monter la mayonnaise. Et alors on vient d'entendre Nena, alors 99, je vais le dire comme ça parce qu'en allemand, aucune idée de la façon dont ça se dit, Luftballons. Alors c'est une chanson qui date de 1983 et qui a fait le tour du monde. Et je crois que c'est assez rare pour une chanson allemande. C'est déjà bien la plupart du temps quand elles font le tour de l'Allemagne. Si, il y avait Aïlia, Aïlo, Aïla. Ou Lily Marlène. Ah non, il était partagé avec les Anglais. Alors c'est une chanson qui date de 1983, donc c'est une chanson phare des années chômage. Ouais. Et c'est une chanson, en fait, tant pis pour ceux qui n'auront pas compris les paroles, c'est une chanson satirique sur la guerre froide. Là, je trouvais que c'était pas mal pour une émission dans laquelle on tourne un petit peu autour du mur de Berlin, de passer, voilà, Nena, 99, Luftballons. Non, c'est mieux que Lufthansa, ou la Luftwaffe. Bien, Jean, merci beaucoup pour toutes ces nouvelles. Parce que cette chanson, elle est passée au large de mon lieu de résidence, en tout cas. Ah bon, c'est vrai? Ah oui, pourtant, je crois que c'était... Non, mais j'étais dans un trou du cul du monde où c'était difficile de capter même la radio. Bien, merci Jean. D'accord. Bon, écoute. Voilà, je voudrais qu'on... En fait, avant d'aborder deux artistes contemporains, réellement contemporains, je trouvais intéressant quand même de parler d'un artiste sans lequel il y aurait peut-être pas... Enfin, tu vois, chaque fois qu'on abordera en fait l'art contemporain, on parlera de ces artistes novateurs sans lesquels il n'y aurait pas forcément ou pas eu aussi facilement eu d'art contemporain. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien raconter un peu l'histoire de Kazimierz Malevich. Malevich, c'est 1879-1935. Alors jusqu'en 1909, je ne sais pas si tu savais ça, il a exposé dans les salons officiels, Malevich. Et il faudra la rencontre des milieux de l'avant-garde russe, et en particulier de Larionov et de Goncharova, pour faire évoluer et libérer brutalement ou brusquement, comme tu veux, son art. En 1910, 3 de ses œuvres figurent ainsi à la première exposition de Valet de Carreau. En 1911, il rejoint les rangs de l'Union de la jeunesse. Sa notoriété grandit alors rapidement au point qu'il passe pour être le chef du cubisme russe. Et ceci dès 1912. C'est 3 ans plus tard, à l'âge de 37 ans, qu'il franchit le pas décisif avec l'exposition lors de la mémorable manifestation 0,10 à Saint-Pétersbourg de 36 œuvres suprématistes dont le retentissant carré noir sur fond blanc. En 1917, il accueille la Révolution d'octobre comme une promesse de transformation totale de la société, dans laquelle le suprématisme aurait forcément un rôle déterminant à jouer. On lui confie effectivement dans l'euphorie intellectuelle générale la direction d'un atelier au Vkoutemas de Moscou. En 1919, 4 ans seulement, ou 4 ans encore après le carré noir sur fond blanc, c'est l'insurpassable carré blanc sur fond blanc. Après lequel il annonce la fin du suprématisme. Il sent qu'il ne pourra pas aller plus loin, de toute façon, en tant que mouvement artistique, en tout cas. Par la superposition d'une seule et même couleur dans des valeurs voisines, Malevich avait exploré avec une audace et une autorité stupéfiantes les limites extrêmes de la matière et de l'abstraction. Cette logique implacable n'aboutissait pourtant pas à un résultat nihiliste, tant cette mise en question du principe même de la création picturale débouchait sur une sensibilisation imprévue, une poésie du vide, à la fascination de laquelle d'ailleurs Malevich préféra se soustraire. Après la mort de Lénine, la tournure que prirent les événements politiques le contraignirent à abandonner Moscou pour Pétrograd, où il vécut jusqu'à sa mort assez misérablement. Mais son œuvre suprématiste était appelée à exercer une influence décisive sur le Bauhaus, mais pas seulement, aussi sur toute la peinture abstraite de l'entre-deux-guerres. Elle n'a d'ailleurs cessé depuis de révéler sa richesse d'invention,
sa hauteur de vue, sa très paradoxale sensibilité. En l'espace de quelques années seulement, Malevich a exploré et résolu les contradictions fondamentales de la peinture, les portant à un degré de simplicité et de dépouillement dont la valeur demeure encore aujourd'hui exemplaire. Les artistes contemporains savent-ils qu'ils lui doivent tous quelque chose? Alors je mettrai en ligne sur le blog de l'émission le fameux carré blanc sur fond blanc. Et je vous rappelle donc l'adresse. Alors évidemment, bon, j'ai réussi quand même à trouver une reproduction sur laquelle on voit un petit peu la matière, parce qu'autrement, ça donnerait pas grand-chose. Vous risqueriez de penser que je me moque de vous. Je rappelle l'adresse du site de l'émission, http://arracaille.blogspot.com. Merci Jean. Est-ce que tu peux expliquer, donner une indication aux auditeurs sur le Bauhaus? J'en parlerai peut-être la semaine prochaine. C'est ce que j'avais prévu. Donc, on va garder ça. C'était une école, école de pensée et d'éducation aussi, artistique en Allemagne. Ouais. Je crois que Vasarely a fait un séjour au Bauhaus. Vasarely, Klee, un nombre d'artistes. Le directeur était Walter Gropius. Voilà, je parlerai du Bauhaus. Et quand tu évoques ce fameux carré noir sur fond blanc et ce carré blanc sur fond blanc, il faut qu'on imagine, si on a un petit peu quelque chose dans la tête, que c'était avant la guerre de 14. C'était en 1919. Juste un peu après. En tout cas, au début de la Révolution russe. Ouais, voilà, exactement. Et que l'art occidental était encore très très loin de cette espèce de jusqu'au bouddhisme, de dépouillement total. C'est vrai que on imagine mal maintenant, même dans les artistes contemporains les plus extrémistes, une telle réflexion, quoi. Parce que là, pour le coup, c'était vraiment, c'était plus que novateur, c'était presque. Ah oui, c'était une audace, suicidaire. Les homards géants, Oui. Une véritable audace. Et il y a aussi Jean. J'ai donné une espèce de clé comme ça rapidement en passant, mais je l'ai peut-être mal fait. Entre carré noir sur fond blanc et carré blanc sur fond blanc, il s'écoule 4 ans. Ça a l'air comme ça. On a le sentiment qu'il aurait dû faire le second dans la foulée du premier. Il s'est écoulé 4 ans. Ça donne une idée quand même de la profondeur de la recherche. Et alors on dit 4 x 4, 16. 4 x 16, 66. Et 66, c'est un chiffre diabolique. Et puis 4 ans, 4 ans, c'est le carré. Ah non, 4 x 6, oui, 4 x 6, 24, non, 64, moi je me suis trompé. Pardon, j'avais voulu briller, mais je me suis encore fait un gros flop. Non, dis pas ça. Non, parce que je trouvais ça rigolo de trouver un chiffre comme ça qui évoque les puissances infernales. Ce qui est un peu... et je un petite anecdote, une expo à Avignon, dans une galerie associative, un copain polonais avait exposé ses œuvres et il avait amené un livre d'artiste original de Malevich. Et je lui ai dit, mais tu comptes le laisser là? Ouais, je le laisse là. J'ai dit, bon, s'il est plus là demain matin, ça sera moi le voleur. Il l'a vite fait, il l'a enlevé, il n'est pas resté longtemps. C'était assez... T'imagines un original de Malevich dans une exposition, un trou du cul du monde, c'était vraiment extraordinaire, quoi. Un très très beau livre. Et puisqu'on en est aux anecdotes, une petite qui n'a rien à voir avec, parce que j'y pense maintenant, qui n'a rien à voir avec Malevich, mais tout à voir avec la création artistique, que m'a raconté mon ami, mon copain Jean-Louis Fournier, qui nous a rendu visite il y a 2 ou 3 semaines maintenant. Michel-Ange fait visiter, c'est une histoire vraie, Michel-Ange fait visiter son atelier à quelques clients potentiels, et il y a toute une famille de riches bourgeois florentins qui
qui débarque dans son atelier et il est en train d'un immense bloc de marbre d'extirper le début d'un cheval. Il y a la tête qui est sortie du bloc, il y a les deux pattes avant. Et c'est toute une famille, il y a un petit gamin qui est là avec ses parents et qui s'approche de Michel-Ange et qui lui dit « Monsieur, comment t'as su qu'il était dedans ?» Et Michel-Ange disait à propos de la sculpture, à propos de ses blocs justement, c'est lui qui a, enfin j'avais lu une bio de lui d'un Anglais extraordinaire, j'ai jamais pu retrouver, j'avais lu 2 fois, 2 tomes, et qui disait que quand tu disais, on parlait de sculpture, etc., il disait non, la sculpture elle est dans le bloc, c'est à moi de la faire, mais elle est déjà là, fou, et ça pose avant quand on réfléchit à ça, voilà. Si on est un très mauvais, elle sortira jamais du bloc. Exactement.
Salut les leftards ou les couche-tôt. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, qui poursuit sa petite existence sans Dieu, sans maître et sans publicité. À Racaille, la 36e, avec à la technique Maïté et ses petits doigts de fée. Et à l'histoire de l'art, Jean, qui va nous en compter encore une bien bonne, mais il nous en compte que les bien bonnes, de toute façon. Ça permet de nous alimenter un petit peu la cervelle, qui est souvent en manque de culture. Alors, ce qu'on a entendu, là, c'était Sniff and Tears. Oh. Driver's Seat. Sniff and Tears, Driver's Seat. Ça, je crois que ça date de 1974. J'ai oublié de prendre des notes, mais je m'avance un peu, de 1974. Donc, on est précisément au moment où on bascule des 30 glorieuses vers les années du chaume du. Ouais. Voilà. Merci Giscard. Merci Giscard, oui. Bon, c'était pas toute sa faute quand même. Oh, si. Bon, je sais même pas si on peut dire qu'il était plutôt irresponsable de tout, lui, plutôt que responsable de... Sauf qu'il aimait bien les diamants. Voilà. Alors, histoire de vie, histoire d'artiste, histoire de chef-d'œuvre. Et là, je vais un petit peu m'avancer parce que l'histoire n'a pas encore tranché. C'est Heavy Water, une installation qui date de 1991 par James Turrell. Lui, il est né en 1943. Le propre des artistes contemporains, c'est qu'ils sont toujours vivants. Alors, te souviens-tu de l'instant de ta naissance, Robert? Eh bien, malheureusement, non. Ou heureusement. Je ne sais pas, non. Tu fais donc partie de ces inconscients qui prétendent n'en avoir aucun souvenir et qui ne sont pas allés gratter davantage. Non. J'aime pas trop avoir l'idée de sortir du vagin de ma mère ou de l'utérus de ma mère, non. Ça doit être un petit peu... Non, j'avais vu le film Le Crabe-Tambour, non, ou le Tambour, non, le Tambour, un film allemand, où un petit garçon voulait absolument pas sortir du ventre de sa mère, il faisait tout pour se retenir. Et ça m'avait assez impressionné. Ça avait provoqué des réminiscences chez toi. C'est-à-dire que tu t'es rappelé, en voyant ça, tu t'es rappelé que toi, c'est sous la promesse d'un pinceau et d'une boîte de coloriage que tu as accepté de venir au jour. Mais je vais t'en dire un peu plus. L'interruption de la circulation placentaire, d'abord. Avec la section de ce cordon ombilical qui te reliait à la mer. Ah, quelle horreur! Non, toujours pas. Ah, non. Le déploiement abominablement douloureux de tes poumons, encore remplis de liquide, lors de la première inspiration ensuite. Ah, non. Non, il veut pas. Bon. Puis cette lumière intense pour finir, avec son cortège de taches floues, au milieu desquelles le rose frais du doux visage de ta maman. Si, là, je sens que ça vient. Le visage crispé de douleur de ma maman. Eh ben, écoute, c'est à peu près, là, je m'avance beaucoup, mais c'est à peu près ce florilège de sensations étranges, tout en repères oubliés, qu'a réussi à recréer l'artiste américain James Turrell avec son installation Heavy Water au Confort Moderne de Poitiers en 1991. En voyant la maquette, les chats, pourtant maître incontesté du lieu, mais qui déteste se mouiller, comme tu le sais, avait carrément déserté la place. Mon Baptiste, bisous mon Baptiste, je sais qu'il nous écoute aussi, enfin quand il peut, qui a activement participé en tant que directeur technique. Ah oui, ton ami théâtreux. Oui. Directeur technique du projet. Nous raconterait ça évidemment mieux que je ne vais le faire, mais tant pis. Pas possible. Robert, non, tu ne le connais même pas. M'en fous. Si mes souvenirs sont bons, il rectifiera si besoin, dans un immense hangar. Qui s'avise pas à rectifier. Une véritable piscine avait ainsi été créée, tout en lumière bleutée, avec escalier pour monter au bassin et échelle pour se mettre progressivement à l'eau. On tenait compte quand même de la sensibilité des spectateurs. Ils étaient justement ces spectateurs, très courageux pour la plupart, invités à passer des maillots rayés de guêpes libellules qui avaient été dessinés par l'artiste lui-même avant de plonger et de nager sous l'eau quelques instants pour passer sous les parois d'un grand cube creux disposé au milieu de la piscine, puis de déboucher ensuite au centre de ce grand cube, sous un puits d'intense lumière, au-delà duquel il n'y avait plus que le ciel. Voilà. Pour tous ceux qui ont vécu cette expérience, une totale immersion,
complètement déstabilisante, hein. Un rêve éveillé. J'ai lu des témoignages, si tu veux, c'est étonnant. Ils disent tous à peu près la même chose. Tu sais, ça ressemble à ces témoignages de gens qui sont passés quelques instants de l'autre côté, intense, en état de mort clinique, puis qui sont revenus. Enfin bon. Et manifestement, donc un souvenir inoubliable. Bon, moi, j'avoue que je ne sais pas grand-chose des Quakers. Toi, tu vas peut-être pouvoir nous en dire quelque chose. Bon. Oui, les Quakers, c'est l'église réformée, mais des gens de l'église réformée américaine qui ont fait beaucoup pour la libération pour l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, qui avait des réseaux pour faire évader des Noirs du Sud vers le Nord, etc. Ouais. Les Quakers. Ah, bien, tu vois. Ah oui, des gens bien, oui. Ouais. Je regrette pas de pas m'être renseigné davantage, hein. Bon, moi, je savais seulement que c'était une secte protestante, hein, qui rejette très fort toute idée de représentation. Mais aussi d'usage de la force, en tout cas, au moins physique, hein. Tout à fait. Prenant ainsi un grand idéal de tolérance, comme tu viens si bien de le rappeler. Je sais aussi qu'il pratique la méditation de groupe, définie par la notion d'entrer en soi pour saluer la lumière. Et que cette tradition se base sur une spiritualité tangible et expérimentée corporellement par chacun d'entre eux. L'expérience mystique est ainsi une réalité physique pour tous. James Turrell avoue aisément que son éducation de petit Quaker, est sans nul doute très prégnante dans son art. Pour lui, le sujet est la perception elle-même. La lumière affecte le corps, mais aussi le cerveau et l'âme, précise-t-il. Et il ajoute « J'utilise cette lumière afin de créer une stimulation de la vision. Je m'intéresse à la sublime existence de la lumière. Qu'on me n'ait pas une botte de foin. L'objet en soi n'est pas très intéressant, mais la lumière qui s'oppose sur lui est incroyable. Et nous contemplons cette matérialité de la lumière. » Il nous invite ainsi à ce que j'oserais appeler un matérialisme spirituel. Alors, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, l'art de James Turrell se base sur l'éphémère, hein, sur l'éphémère. Il n'en a donc que des photos, pour ceux qui n'ont pas eu la chance, hein, de vivre une de ces expériences. Je mettrai une photo, j'ai réussi à récupérer une photo à peu près correcte de Evie Water. Il y a un spectateur, c'est plutôt une spectatrice, peut-être une jeune spectatrice, qui est revêtue du maillot et qui se tient comme ça au bord de la piscine dans les lumières bleutées. C'est avant qu'elle rentre dans l'eau. On voit pas très bien le cube qui se trouve au milieu du bassin, mais enfin bon, vous vous débrouillerez avec ça. Je rappelle l'adresse du site http://arracaille.blogspot.com. D'accord. Je sais pas si j'ai tout suivi, mais comment on peut suggérer avec une installation de ce type, même si plastiquement ça se défend, suggérer cette histoire de gestation, de parturition, si on n'a pas de souvenir de ce qui se passe réellement. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent vraiment de la manière dont ils sont nés? Oui, enfin, qui prétendent. Moi, j'ai pas rentré dans ce truc-là. Toi-même, tu te souviens? Non, personnellement, non. J'ai pas fait d'analyse non plus. Non. Puis ça m'intéresse pas forcément plus que ça, si tu veux. C'est juste que là, je suis parti. Si tu veux, c'est pas tout ce que j'ai raconté au départ. Hein, c'est pas le postulat de James Turrell. Il n'a absolument pas parlé de ça. Hein. Ça, c'est moi qui, d'après les témoignages que j'ai pu lire, les sensations des gens, ça m'a rappelé. Tu vois, ça t'a rappelé. Je viens de me faire coincer. Non, ça m'a fait penser. J'avais le sentiment, en lisant tous les témoignages, qu'il y avait eu un sentiment chez les spectateurs. Enfin, les spectateurs, c'était plus que des spectateurs. Hein. Je rappelle qu'ils étaient obligés de laisser tomber leurs fringues, de revêtir un maillot qu'ils n'avaient pas acheté, dans lequel ils n'étaient pas investis, puisqu'ils l'avaient pas acheté, ils l'avaient pas fait eux-mêmes. Tu vois, bon, de revêtir ce maillot. Donc quelque part, tu laisses déjà, en laissant tes oripeaux, hein, tu laisses une partie de ta protection quand même. Et puis en plus, tu plonges dans la flotte. C'est-à-dire que tu vas être obligé d'arrêter de respirer, et c'est toujours très angoissant, hein, d'arrêter de respirer. Tu vois. Et puis tu passes comme ça sous un truc, tu sais pas du tout ce qui t'attend de l'autre côté, les gens n'étaient pas prévenus. Et
tu ressors comme ça. Enfin bon, j'ai trouvé, tous les gens décrivaient ça à peu près comme une naissance, comme ils l'auraient fait d'une naissance. Voilà. Moi, ça me faisait penser inexorablement à ça. Moi, j'ai un sentiment peut-être, je sais pas si on peut dire un sentiment de naissance, mais en tout cas, j'adore l'eau, j'adore rester sous l'eau. Même des fois, ça peut être un peu dangereux parce que j'oublie de respirer. Mais j'ai l'impression que vraiment, quand je rentre dans l'eau, quand je suis sous l'eau, d'être dans... Je veux pas dire que j'ai le sentiment de renaître ou de naître, mais ça peut être quelque chose qui pourrait s'approcher de ça, quoi. Tu vois, mais sans pour ça avoir aucune idée aucun souvenir ou de ce qui s'est passé avant ou pendant ma naissance, quoi. Mais j'éprouve dans l'eau un sentiment très très curieux, que je peux pas qualifier autrement de curieux, mais tu vois, qui a rien à voir avec les sensations que je peux avoir dans la vie normale, sur la Terre, etc. Il y a vraiment un changement d'univers, mais ça va plus loin que simplement le contact de l'eau ou l'environnement différent. Il se passe dans la tête quelque chose que j'arrive pas à vraiment expliquer, mais qui non, les gens me regardent comme si j'étais une espèce, ou alors un fou, ou alors quelqu'un qui vient d'un autre monde. Non, mais je me disais que d'abord, je t'imaginais très bien un petit maillot rayé. C'est dommage, Heavy Water, c'est fini, mais je t'imaginais très bien vivre cette expérience. Moi, je fais le pari, parce que c'est vraiment encore une fois, j'ai dit de l'art éphémère, je fais le pari, donc il est risqué, que cet artiste restera. Seulement, je trouve que les photos ne montrent rien. Elles ne montrent que le travail sur la lumière et encore, si tu veux, mais elles ne montrent rien de l'expérience, de la profondeur de l'expérience. Donc, cet artiste ne peut rester que si les souvenirs de ceux qui ont vécu ces trucs sont véhiculés comme ça, tu vois, et se transmettent de personne en personne, de génération en génération, tout ça. Alors c'est un pari intéressant, hein, mais on verra. Ouais, ce qui est dommage. Enfin, c'est pas nous qui verrons. Non, mais bon. Ce qui est un peu dommage aussi dans ce genre d'expérience, c'est que il n'y ait pas eu, si tu veux, tu me diras, bon, là, où l'art en prend un coup peut-être dans la gueule, mais qu'il n'y ait pas eu, que les gens aient pas été mis capteurs de choses, etc., pour enregistrer leurs sensations, tu vois, l'état de leur, tu vois, parce que c'est certainement l'excitation, ou, tu vois, maintenant c'est possible, toutes ces choses-là, de les, après de pouvoir les interpréter pour savoir si vraiment l'expérience les a fait bouger quelque chose dans leur organisme, quoi, tu vois. Voilà. Enfin voilà, James Turrell, un artiste à suivre. Hein. Je sais qu'il vient d'acheter, je crois que c'est un cratère. Il vient d'acheter un cratère dans un désert américain ou au bord d'un canyon, enfin quelque chose comme ça. Et je trouve ça, je ne sais pas ce qu'il compte en faire, mais ça risque d'être assez intéressant. Voilà. On vous donnera des nouvelles. Un cratère inactif. Bon, parce que là, enfin, j'en sais rien. Ce genre de personnage, peut-être qu'il veut balancer des gens dedans pour leur faire expérimenter un petit peu. Non. Quand il mettait les gens à l'eau, ils sont tous. Personne n'est jamais mort dans une de ces expériences. C'est pas un artiste comme ça. Voilà.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Et quelle voix, n'est-ce pas? Vous en êtes sur le fondement. Arakaï, la 36e, avec Maïté toujours qui manipule ses petits pétards. Jean qui manipule ses grands textes sur l'histoire de l'art. Et qui va nous causer maintenant tout de suite et à l'instant de Gerhard Richter. Et alors encore un étranger. Je dirais juste que je préciserai que tout à l'heure j'ai fait référence donc à James Turrell et à son installation Ivy Water au Confort Moderne de Poitiers. Alors c'est une salle européenne qui est donc financée par différents pays de la communauté. Et c'est un ancien en fait, ça s'appelait le Confort Moderne parce que c'est un ancien vendeur d'électroménager. Voilà. Donc la salle, je pense qu'elle a commencé à être transformée à la fin des années 80. Et alors, au début des années 90, un des premiers artistes à avoir été invité était totalement inconnu en France. Il commençait à se faire un petit nom dans son pays, la Suisse, et il a éclaté chez nous et même, je crois, à l'international avec la chanson qu'on vient d'entendre, Two People in a Room. Voilà, c'était Stéphane Eicher, un des premiers artistes à avoir honoré de sa présence le Confort Moderne de Poitiers au début des années 90. Voilà. Alors Gerhard Richter, oui, on va parler d'un peintre contemporain, là, un vrai peintre, avec pinceau et tube, toile, chevalet. Ah si, ça existe encore. Oh, non. Ça existe encore. Alors si son œuvre est aujourd'hui, donc lui, il est né en 1932, il est un petit peu plus vieux que James Turrell. Un petit peu plus jeune que Robert. Non, je déconne. Ouais. Je plaisante. Bah, évidemment. C'est facile parce que quand on a 3 siècles, pour les gens plus jeunes, c'est un peu difficile. Alors si son œuvre est aujourd'hui reconnue comme une œuvre de premier ordre, ce ne fut pas le cas durant plusieurs décennies. Sa démarche a dérouté longtemps, tant il prenait plaisir à changer de direction. Passant constamment de... Oui, t'aimes bien ça, je savais que ça te plairait. Passant constamment de tableaux photoréalistes à divers courants de l'abstraction. De l'art concret à la peinture gestuelle. Ce n'est que 25 ans après ses débuts que l'évidence de son exploration des fondements et des limites de la peinture s'est imposée comme une expérience artistique inédite et remarquable. Il naît à Walterdorf en 1932, donc comme je l'ai dit, dans ce qui va devenir l'Allemagne de l'Est. Une maîtrise obtenue à l'Académie des Beaux-Arts de Dresde la martyre, lui permet de bénéficier d'un atelier pour 3 ans. Mais Richter est fasciné par Jackson Pollock et passe alors à l'ouest, à Düsseldorf précisément, où il va vivre et travailler pendant plus de 40 ans, je crois. Voilà pourquoi ils ont construit le mur. Et voilà, dès qu'il est pas... Dès ses premières toiles, il va se servir de son expérience de technicien de laboratoire photographique. C'est vrai qu'il est passé... donc si je calcule bien, ça fait 1956, donc voilà, 5 ans. Avant la construction. 5 ans avant la construction. Ouais, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas rapides en Allemagne de l'Est. Le temps qu'ils réalisent. C'est un avantage. Qu'un transfuge les avait... En tout cas, dès ses premières toiles, il va se servir de son expérience de technicien de laboratoire photographique. C'est comme ça qu'il a commencé à bosser. En utilisant des photos comme base de son travail, ce qu'il apparente, on peut dire ça, aux hyper-réalistes américains. Mais c'est bien, à vrai dire, la seule chose qu'il ait en commun avec eux. Le choix de ces sujets indique déjà de toute autre préoccupation. On y trouve en effet, à côté d'objets aussi simples qu'une chaise occupant tout un tableau, des scènes de la vie quotidienne, des photos de famille, des portraits d'hommes célèbres ou totalement anonymes, ou quelque animal même courant dans la jungle. Non content de procéder, alors je vais montrer, un tableau, c'est sa première femme, ça. Tableau inspiré du nu descendant d'escalier de Duchamp. Très joli. Ouais. Non content de procéder à des agrandissements systématiques de ses documents de base, dont il corrige les cadrages au passage, il les recouvre d'une sorte de flou semblable à celui qu'on obtient en photographie à la suite d'une mauvaise manipulation, une mauvaise mise au point ou parce que l'opérateur a bougé, par exemple. L'intention est claire. Il s'agit d'amener le spectateur à s'interroger sur le concept même de réalité, en lui donnant à voir une image non formellement identifiable du réel. T'es d'accord, sur le... Voilà. Une double... Là, en plus, elle est fort jolie,
Elle descend l'escalier dans le plus simple appareil. Mais l'appareil, il est simple, mais il est beau. Ouais. Je crois qu'il a eu 3 ou 4 femmes en tout. La question qu'on se pose, c'est pourquoi en a-t-il épousé d'autres? Enfin, ça ne regarde pas. Hein. Une double interrogation qui porte, en même temps que sur les apparences et leur degré de vérité, sur les moyens et les résultats qu'offre la peinture. Sans se préoccuper de justifier son travail tout en exploration, Gerhard Richter pratique un humour grinçant. Ça se remarque pas dans la photo? Non, ça se remarque pas dans la photo, mais moi j'aime bien. Bon, ça, j'aime bien quand un artiste est capable de ça, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, la plupart des artistes contemporains manquent d'humour. Hein. Ils se la jouent. Ils vendent l'humour, mais ils en ont rarement. Alors, j'ai une santé moyenne, une taille moyenne, je suis moyennement beau. Si je vous dis ceci, c'est parce que ce sont des qualités indispensables pour espérer peindre de bons tableaux. A-t-il déclaré à des journalistes. Ah bah c'est vrai, j'ai toute méchance là. Merci Jean. En 1963, l'une de ses expositions était intitulée « Une démonstration pour un réalisme capitaliste ». Tu vois, il avait de l'humour, hein. Ah oui. Enfin, on l'espère. Mais il n'a pas non plus la langue dans sa poche, hein, comme vous allez le voir. Nous avons plus d'une douzaine d'écoles d'art en Allemagne fédérale. Ça remonte à... Enfin, je crois que ça remonte à 1983. Bon. Nous avons plus d'une douzaine d'écoles d'art en Allemagne fédérale. Elles sont parasitées par les pires artistes allemands qui alimentent leur coterie grâce à un système incestueux et ennuyeux. Pas développé, mais bon. Ces prétendus artistes, incapables de gagner leur croûte, ils sont nommés professeurs, dotés d'ateliers, avec tout le prestige et l'argent que cela implique. Ils ne se contentent pas de cultiver et de répandre leurs sottises, d'en rebattre les oreilles des étudiants. Ils s'arrangent aussi pour que chaque élève et tout nouveau collègue stagne en deçà du niveau le plus bas. Ils peuvent ainsi rester eux-mêmes, dans leur moisissure confinée, sans être mis en danger. Déclarait-il donc en 1983, 6 ans avant la chute du mur. Pas mal. Vif, hein? Ouais. Alors la réalisatrice Victoria von Fleming lui a consacré un film en 1993. « Mes tableaux sont plus futés que moi ». C'est lui qui a donné le titre du film. Mais je crois pas qu'il ait été traduit en français. Ceci dit, je pense qu'on doit pouvoir se le procurer sur Amazon en VHS pour ceux qui ont encore des magnétoscopes. Et t'as le titre? Ouais, mais alors le titre allemand. Ah oui, en allemand. Oui, ça va être plus compliqué. Mais je vais le mettre en. Ouais. Je vais peut-être mettre un lien à ce moment-là sur le blog de l'émission aussi. Ouais. Je pense qu'on peut le trouver en VHS sur Amazon. C'est en allemand bien sûr, mais je pense que c'est très intéressant dans la mesure où on le voit prendre un temps de réflexion entre chaque touche. On voit que toute sa peinture est vraiment un travail très réfléchi, quoi. Et je pense que c'est vraiment intéressant de le voir bosser, même si on comprend pas les paroles. Voilà. Alors, sa dernière exposition en France était visible à Grenoble, de mars à juin 2009. C'était cette année. Ah ouais. Et c'est intéressant parce que Grenoble, c'est l'école d'art de Grenoble, c'est l'école d'art où l'enseignement est le plus contemporain en France. Ah ouais. Et le musée est fantastique. Hein. Et bon, donc c'est le musée d'art. Je crois qu'il s'appelle le musée d'art contemporain. Je sais plus son nom exact. Je crois que c'est ça, musée d'art contemporain de Grenoble. Bon, je mettrai en ligne non pas encore que. Oui. Encore que j'ai peut-être changé. J'ai déjà mis en fait en ligne Blumen. Comme ça, vous pouvez regarder en même temps. Blumen, ça, ce sont des fleurs. C'est une huile sur toile qui date de 1994 et qui est visible habituellement, qui a été visible à Grenoble pendant l'exposition, là, mais qui est visible habituellement au Carré d'Art de Nîmes. Elle fait partie de la collection permanente. Voilà. Le Carré d'Art de Nîmes que je recommande à tous ceux qui se baladent par là, parce qu'il y a la Maison Carré en face, qui est pas mal aussi. Parfois, il y a des expos sympas aussi. Et le musée des Beaux-Arts de Nîmes, qui est pas mal aussi. Bon, là, ce sont 4 ou 5 fleurs, je crois, posées comme ça sur une table. Il y a tout un travail sur le flou, sur l'apparence, sur la matière. Enfin, voilà. Donc, je mettrai, alors, soit Blumen, soit son Emma, c'est le nom du tableau, parce que Emma. c'était, Emma, parce que c'était le prénom de cette très jolie femme
qui descend l'escalier. Alors le nom allemand, enfin le sous-titre allemand de ce tableau Emma, c'est Act auf einer Treppe. Autrement dit, sans doute, nu descendant l'escalier. Voilà, c'est inspiré de Marcel Duchamp. Vous voyez, on est même bilingue ici, trilingue même. Bon, alors c'est peut-être, j'hésite entre les deux. Non, allez, les fleurs, on s'en fout. Je mettrai la dame toute nue. Oui, c'est mieux. Sur le blog http://arracaille.blogspot.com. Merci Jean. La voix de la fédération anarchiste, j'allais dire une grosse bêtise, mais je me suis retenu à temps. Sans Dieu, sans maître, sans pub, là, ça ne bouge pas. Arracaille la 36e, avec Maïté toujours à la régie.
Alors, avec ses petites pattes de poule, non, je dis ça parce que j'ai une copine irlandaise qu'on appelait pattes de poule, qui avait des tout petites mains et des tout petits doigts comme Maïté. Et Jean, qui, vous savez, nous raconte des histoires pas mal du tout, qui nous permettent d'avoir après un petit vernis pour briller dans les soirées. Et là, tout de suite, je vais vous faire quelques annonces. C'est la pénitence qui m'est imposée pour pouvoir vous parler le mardi matin. Donc, Le Monde Libertaire, un grand magazine hebdomadaire où vous pouvez trouver des nouvelles de notre pauvre monde qui part en Beyrouth, si on peut dire. Dans les derniers avatars, le mur des Perlines et le mur en Israël sont évoqués dans ce prestigieux magazine que vous pouvez trouver en kiosque ou à la librairie Publico, 145 rue Amelot, comme vous le rappelle à chaque émission Jean, à propos des livres dont il nous parle. Et puis aussi la carte d'auditeur, ça c'est important parce que ça le permet à la radio de pouvoir bricoler les appareils. Enfin, moi je suis très fort en technique, donc je vais arrêter là. Enfin, qui permet d'assurer la maintenance du studio. Et la carte d'auditeur qui coûte 20 € que vous pouvez trouver à la librairie Publico, 145 rue Amelot, métro Fille du Calvaire, Oberkampf. Et le téléphone, 01 48 05 34 08. Vous pouvez appeler Laurent ou Max, ça dépend du jour où ils sont de permanence. Et enfin, la souscription. À la souscription, toujours pour Radio Libertaire, vous pouvez souscrire toujours à Publico, à partir de 5 € par mois qui seront prélevés sur votre compte bancaire, parce que je suppose que vous avez un compte bancaire, et si vous n'en avez pas, tant pis, c'est pas grave, on s'en remettra. Alors la contribution plancher c'est 5 € et le maximum c'est tout ce que vous voulez. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, Jean, il reste 2 minutes à Jean pour nous parler des expos qu'il nous recommande toutes les semaines. Oui, je voulais juste aussi préciser que la musique avec laquelle on a ouvert le dernier quart d'heure de cette émission, c'était New Year's Day par le groupe U2, un groupe irlandais qui est un des plus grands groupes de rock du monde. Alors, je ne sais pas quelle année c'est sorti, New Year's Day, mais moi, la première fois que j'ai entendu cette chanson, j'étais dans une voiture. Là, je m'adresse à Julien. J'étais dans une voiture à côté de ta maman. Et toi, tu étais encore un petit machin un peu informe peut-être. Non, c'est certainement très bien formé déjà dans son ventre. Voilà. Donc c'est à peu près, c'est 1982. On a déjà entendu tout à l'heure Nena Luftballons. Ça, c'est sorti la même année que toi, si j'ose dire. Voilà. Alors 2 expos à ne pas manquer, dessin de 20 artistes contemporains à la galerie La Boxe. Je suis désolé, là, va falloir bouger un petit peu. C'est 7 rue Édouard Branly, 18 000 Bourges. C'est pas si loin que ça de Paris, hein. Jusqu'au 21/11/2009. Il faut quand même une voiture ou, non, il y a des trains, hein. La preuve parvint que le dessin peut participer d'une recherche abstraite avec les formes, les moyens techniques, les glissements qui lui sont propres, ainsi qu'avec ses codes contemporains. Il y en a qui en doutent, hein, je sais. Les artistes français et anglais invités dans cette exposition travaillent diversement les notions de construction, de séries, de diagrammes, de figures, d'images, ainsi que celles de réseaux de prolifération organique ou formelle. Voilà, le dessin, bien sûr, encore et toujours. Avec des artistes contemporains à la Galerie La Boxe à Bourges. Art Nouveau Revival, là on est tout à fait dans un autre domaine, mais pas si éloigné que on pourrait le croire. Au musée d'Orsay, ça c'est 1 rue de la Légion d'honneur, 75 007 Paris. C'est jusqu'au 4 février 2010. Une passionnante confrontation entre création Art Nouveau et création des années 50-70, afin de mettre en avant les influences qui s'expriment dans des domaines aussi variés et parfois inattendus que l'ameublement, la mode, la publicité, le cinéma, ou encore l'esthétique psychédélique. Si vous voulez comprendre le lien qu'il peut y avoir entre Clovis Trouille,
Salvador Dali et les spaghettis d'Hector Guimard, c'est l'expo qu'il vous faut. Voilà. Bien. Et je voudrais avertir les camarades anticapitalistes basiques que Bourges n'est pas une ville bourgeoise forcément, qu'ils peuvent y aller sans vapeur, ils seront pas agressés par le Bourges basique. Mais c'est peut-être prudent. C'est prudent. Je le précise parce que quand même parfois quand certains de nos camarades entendent le mot Bourges, ils ont tout de suite un voile noir qui leur tombe dans les yeux. Et non, Bourges. Doublé d'une poussée d'urticaire. Oui, une poussée au moins. non, Bourges. Bon, d'accord, c'est pas Nanterre, c'est pas la Courneuve, c'est sûr. Mais enfin bon, il y a quand même des classes populaires à Bourges, je suppose. Oh oui. Oh oui, me dit Jean, qui est un connaisseur. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Qu'on aimerait bien que vous soyez à l'écoute pour la prochaine, pour la 37e, avec une invitée dont Jean peut peut-être nous parler un peu. Un invité. Un invité. Ouais. Ah, je crois que c'était une. Non, c'est un. Ah, un invité. Bon. Alain, chanteur. Ah oui, chanteur, guitariste. Chanteur-guitariste. Voilà. Chanteur-guitariste qui assurera en fait toute la partie musicale en live de l'émission. Rendez compte le pot. On peut avoir, nous, des gens qui viennent chanter et jouer de la musique en live. C'est le privilège des plus grandes stations de radio. On en profitera pour lui faire enregistrer notre version du temps des cerises. Voilà. Alors, non mais, alors là, je suffoque. Bien. Eh bien, on va vous quitter en vous remerciant de nous avoir écoutés. L'audimat, on sent que l'audimat a fait un bond aujourd'hui. On a eu quelques coups de téléphone, particulièrement d'un auditeur qui était sous un tunnel et qui n'a pas entendu la réponse que Jean lui a donnée. Donc, ça lui a donné l'occasion de rappeler. Et je voudrais faire un coucou à Thierry, qui doit être en voiture en ce moment pour accompagner des personnes handicapées de leur domicile à leur lieu de travail ou de loisir. Bon courage Thierry. Oui, tu vois, je pense à toi. Et à bientôt. Salut à tous. Peut-être que mon identité, mes vues ne sont pas les mêmes que ceux qui ont décidé d'aller à Gênes, reine de la Ligurie. Peut-être qu'on peut prendre ce qu'on nous fustande à le saisir. Au lieu d'exiger, on peut penser ce qu'on veut, mais mon respect s'élève à ceux qui sont allés, qui ont décidé que cette ville serait la leur à tout prix aussi. Que la caste qui gouverne n'a pas à désigner, doit ou pas être là quand elle y va. Donc, honneur à ceux qui ont marché face au pouvoir, se protéger, combattu, affronté. Et comme le peuple d'Algérie, en l'honneur de ceux qui ont défié la folie, je crie pouvoir assassin. En l'honneur de ceux qui ont défié la folie, moi je crie Politia, politia, assassini, Giotto, assassini anche. Politia, assassini, assassini. Politia, politia, Giotto, assassini anche. Politia, assassini, assassini. Police, assassin, une mémoire pour le futur, pour leur décompte, pour les victimes, rien n'éteint, jamais. Et tout mon respect est baissé à me dresser pour ceux qui ont quand même osé, malgré tout. Et je crache surtout sur ceux qui rigolent tranquilles, de ceux qui sont partis disant que c'était joué, pour ceux qui sont allés, qui ont morflé, c'est bien fait. Je vous méprise, ouais, terre est la mise, facile d'avoir raison, en s'écrasant de bon ton. Honneur au Black Bloc, oh, tout dit bien qui, à tous les autres sans nom. Seul le bouclier, les arrêter, les rescapés, car la flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. Politia, politia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Maintenant, après l'humiliation, le courage bafoué, personne n'a rien fait. La torture, les charges, les coups, c'est la faute à personne. Donc, c'est la faute à tout le monde. Italie, Berlusconi, police fasciste et tous les retards. J'évite, on t'avoue à jamais. Tu prouvais combien du sang de vos peuples, vous l'avez. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini.
les mémoires pour leur décompte, pour le futur, pour les victimes que rien n'éteint jamais. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. Assassini anche, polizia, assassini, assassini, polizia, polizia, Giotto, assassini anche.